Vous avez peut-être découvert par des films, etc. Donc, le bonobo vit uniquement en République démocratique du Congo. Et 3 espèces d'orang-outans. Donc les orang-outans, ce sont les roux qui vivent en Asie. Et le truc incroyable, c'est qu'on a découvert l'année dernière une nouvelle espèce d'orang-outan dans une zone reculée de Sumatra. Donc on savait qu'il y avait probablement des grands singes, des orang-outans là-bas, mais on ne savait pas que c'était une nouvelle espèce. Donc l'année dernière, si j'étais venue à cette époque-là, je vous aurais dit il y a 6 espèces de grands singes. Et aujourd'hui, donc, je suis heureuse de vous en apprendre qu'il y en a 7. Par contre, cette espèce ne compte que 800 individus. Donc pour eux aussi, il est important d'agir rapidement parce qu'en plus, la forêt où ils vivent, la montagne où ils vivent est aussi menacée par des constructions humaines, un barrage. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle de savoir qu'il y a une nouvelle espèce, mais aussi un cri d'alarme pour les protéger. Donc ce sont 7 espèces de primates, plus nous, puisque nous faisons partie de la même famille, celle des hominidés. Donc nous sommes aussi des grands singes, c'est-à-dire des primates sans queue, avec un gros cerveau et avec des capacités cognitives, une intelligence toute particulière. On est donc 8 espèces en tout de primates sur les 500 qui existent aujourd'hui sur notre planète. Donc quand même 500 espèces de primates. Malgré tout, une très grande proportion d'entre elles, entre ces espèces de primates, sont menacées. On estime aujourd'hui 60% des primates. Donc celui dont on va parler un peu plus spécifiquement maintenant, ce sont bien les chimpanzés, ceux du milieu. Donc gorilles et chimpanzés vivent en Afrique, pas n'importe où en Afrique, uniquement dans les forêts tropicales. Donc les zones oranges sont les zones où on trouve les chimpanzés, la zone rouge au milieu, celle où vivent les bonobos. Donc là où on trouve des chimpanzés, on ne trouve pas de bonobos, et on ne trouve pas non plus de gorilles, qui sont représentés par la zone verte et la zone violette. Donc gorilles de l'Est et gorilles de l'Ouest. Et donc nous là, le film que vous avez vu se situe à l'extrême est de la répartition des chimpanzés, donc en Ouganda, en Afrique de l'Est. Et on a l'impression, quand on regarde comme ça, en fait, qu'ils sont très abondants, hein, parce qu'ils sont assez largement répartis dans 21 pays d'Afrique. Mais en fait, le problème, vous l'avez compris, c'est le morcellement, la fragmentation de ces forêts, parce que ça les isole, en fait, ça fait comme des petits îlots de forêt, et il ne peut pas y avoir de communication entre eux. Et donc, le grand défi aujourd'hui, c'est de réussir à maintenir ces corridors. Sinon, on estime effectivement que d'ici 30 ans, il pourrait ne plus y avoir de population viable de grands singes et de chimpanzés tout particulièrement, parce que les populations se retrouveraient dans des petits îlots et ne pourraient pas échanger de gènes, ne pourraient pas se reproduire avec d'autres populations voisines. Donc aujourd'hui, on estime qu'il existe quelques centaines de milliers de chimpanzés, 20 à 30 000 bonobos, je crois que c'est à peu près la taille de l'agglomération de Lan, si je ne me trompe pas. Donc voilà, imaginez, tous les bonobos pourraient se retrouver rassemblés à Lan et on aurait toute la population mondiale de bonobos. La situation est encore pire pour les gorilles, et particulièrement les gorilles de l'Est, même si vous avez peut-être entendu la semaine dernière une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les gorilles de montagne, donc qui sont une sous-population, une sous-espèce en fait des gorilles de l'Est, sont à peu près la seule espèce de grands singes en augmentation aujourd'hui. Rapidement, la raison pour laquelle ces gorilles sont en augmentation, c'est parce qu'ils sont l'objet de tourisme. Ce sont les gorilles qu'on va voir en Ouganda, en République démocratique du Congo, un peu moins en ce moment parce qu'il y a des problèmes de rébellion, et au Rwanda. Ce sont les gorilles observés par Diane Fossey. Et pour aller voir ces gorilles, il faut payer 1 000 € pour passer 1 heure avec eux. Donc évidemment des revenus économiques très importants, ce qui a permis d'avoir des revenus aussi aux populations locales et ce qui les a encouragés à protéger ces gorilles et à arrêter le braconnage. Donc ça peut paraître un peu étonnant de se dire qu'il faut qu'il y ait une valeur économique à cette faune pour qu'on puisse la protéger, mais je vous assure que quand au quotidien la question est de trouver à manger, le fait que ces permis pour aller voir les gorilles génèrent des revenus pour les gens qui vivent à côté, c'est vraiment très important. En Asie, la situation des orang-outans n'est pas beaucoup plus reluisante. Hein. Je vous ai donc parlé de ces nouveaux orang-outans, mais à Bornéo et à Sumatra, c'est bien la culture des paniers à huile qui menace leur habitat et donc qui fait, avec le braconnage aussi, que ces orang-outans sont très menacés. Donc il y a une classification de l'Union internationale
naturelle pour la conservation de la nature qui prend tous ces critères en compte. Et donc, tous les grands singes sont soit en danger de disparition, soit en danger critique de disparition, ce qui veut dire que dans un futur très proche, tous pourraient avoir disparu. Mais pour revenir sur des points plus positifs, donc au cours des 50 dernières années, qu'est-ce qu'on a découvert, nous, scientifiques, européens ou américains, qui sommes allés au contact de ces grands singes? Tout d'abord qu'effectivement, au niveau génétique, on partage 98% de notre patrimoine génétique avec eux. Donc c'est très intéressant, très étonnant, mais il suffit juste de croiser le regard des grands singes en captivité ou en milieu naturel, d'observer leur comportement pour se rendre compte qu'on est très proche en fait. Comme nous, ils ont 5 doigts, ils ont des petits qu'ils allaitent, ils sont capables d'utiliser des outils. Vous voyez ici Kilimi qui utilise une baguette pour aller chercher du miel dans une branche d'arbre. Ils sont capables d'empathie. Quand un congénère est malade ou mourant, ils vont aller lui rendre visite. Ils sont capables de coopérer et ils ont des cultures. Donc des cultures, en fait, sont des comportements qu'on observe dans certains groupes, mais qui ne sont pas universels. C'est-à-dire que vous allez dans un groupe, vous voyez par exemple ce comportement qui est la poignée de main au-dessus de la tête, donc pour s'épouiller, pour donc se faire des papouilles, hein, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas juste pour trouver les parasites. Ils se tiennent mutuellement la main au-dessus de la tête, et comme ils ont les longs bras qui sont lourds, ça leur évite d'avoir à garder le bras en l'air très longtemps, et donc ils s'appuient mutuellement comme ça, et ça leur permet de s'épouiller sous les sous-bras. Donc ça, on l'observe dans le groupe qu'on étudie, mais les voisins ne le font pas. Ils n'utilisent pas cette façon de procéder pour s'épouiller. Donc ça, c'est assez étonnant, et c'est surtout intéressant parce qu'on voit que les cultures ne sont pas uniquement alimentaires, donc c'est pas juste parce que c'est plus facile de se procurer du miel ou que c'est le seul moyen d'avoir des noix qu'ils utilisent d'équerre, mais c'est bien des comportements qui se transmettent de génération en génération et qui ne sont pas forcément avec des outils. Donc ça nous rapproche vraiment encore plus d'eux, et il faut vraiment les étudier finement pour comprendre la signification. Parce que par exemple, vous voyez là Imoso, donc le mâle alpha de la communauté, qui épouille une feuille. Donc au départ, on peut se dire, ça y est, il est tombé sur la tête, il y a un problème. Mais non, en fait, c'est un moyen, un signal pour dire à son congénère qu'il a envie d'être épouillé. Donc c'est un moyen détourné. Donc il faut les observer longtemps pour essayer de comprendre et découvrir ce que signifient ces différents signes. Par exemple, pour séduire les femelles, à la séducolie, les mâles font des petits confettis, ils prennent des feuilles, et ils les crachotent comme ça, ils font une espèce de pluie de feuilles. Et ça montre qu'ils sont intéressés par une femelle, donc la femelle approche et ensuite s'offre au mâle. Ailleurs, les chimpanzés vont cogner contre l'arbre pour attirer l'attention des femelles, c'est beaucoup moins chic, je trouve. Donc en fait, il faut vraiment s'intéresser à chaque groupe pour mieux les connaître. Ici, un comportement qu'on n'a pas encore décrypté, c'est la danse de la pluie. Donc, quand il y a un gros orage, les chimpanzés vont se mettre sur leurs 2 jambes, sur tous les mâles, ils vont s'hérisser, puisqu'ils ont la capacité de piloérection, donc de se gonfler comme ça, ils vont doubler de volume, et ils vont faire une espèce de ballet très lent sur leurs 2 jambes, et donc c'est ce qu'on appelle la danse de la pluie, mais on ne sait pas ce que ça signifie, on ne sait pas si ça a un sens. Et là encore, ce n'est pas pratiqué dans tous les groupes. Par contre, au sein d'un même groupe, ça se transmet de génération en génération. Donc ça a remis en cause beaucoup de nos certitudes sur l'homme, qu'on croyait être le seul capable de culture, d'utiliser des outils, que le rire aussi était le propre de l'homme, non, les chimpanzés rient aussi. Et on sait aussi que les chimpanzés parfois aiment bien consommer de la viande, c'est pas fréquent, mais ils aiment bien de temps en temps attraper des proies, et pour ça, les proies qu'ils attrapent sont des petits singes, des petits singes à queue, et c'est assez compliqué de les attraper, donc ils vont devoir collaborer, coopérer. Il y a un rabatteur, il y a un autre qui va être au sol, et sans cette coopération, ils sont incapables d'attraper ces petits singes qui sont très très agiles. Et ensuite, après l'avoir attrapé, ils vont partager. Et ils ne vont pas partager uniquement avec ceux qui ont chassé, ils vont partager, vous voyez, en haut, il y a une femelle et son bébé, son jeune aussi, et donc ils vont offrir une partie de la viande aux autres membres du groupe. Donc ça se partage, est aussi quelque chose de vraiment intéressant et qui n'est pas rencontré dans toutes les espèces animales. Donc les chimpanzés ont permis de faire tomber un peu les barrières qu'il y avait entre le monde animal et le monde humain, enfin, en tout cas pour certains d'entre nous qui en sont convaincus. Et ce qui est aussi très touchant, ce sont ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie des chimpanzés.
parce que c'est très très proche de ceux de l'homme. Une mère chimpanzé porte son bébé sur son ventre, puis après sur son dos. La gestation en fait est de 8 mois et demi, puis la période de l'enfance est de 4 ans à peu près, donc pendant 4 ans elle va allaiter son bébé. Ensuite il va devenir un peu plus autonome, mais il va rester proche de sa mère jusqu'à l'adolescence. L'adolescence c'est entre 10 et 15 ans. Puis à peu près vers 15 ans, les femelles et les mâles vont quitter leur mère, les femelles vont migrer, vont changer de groupe, de territoire, et les mâles vont rester, et ils vont rester souvent très proches de leur mère pendant de nombreuses années, voire toute leur vie. Donc ça aussi, hein, ça nous fait penser à un certain Tanguy humain. Et donc un chimpanzé peut vivre jusqu'à 80 ans, s'il n'est pas tué avant. Mais voilà, donc vraiment une proximité aussi au niveau de ces traits d'histoire de vie. D'autre part, quelque chose qui est vraiment aussi caractéristique, c'est que tous les grands singes vivent en forêt tropicale, et donc ce sont vraiment des indicateurs, on l'a vu tout à l'heure, de l'état de ces forêts qui sont vraiment le cœur, et le cœur de la biodiversité, le cœur des ressources que notre planète peut nous offrir, et de la capacité de régulation de notre planète. Donc sans ces forêts tropicales, on ne sera pas capable d'avoir un climat dans lequel on pourra vivre encore de nombreuses années. Donc la disparition des grands singes est un très mauvais signe parce qu'il signe la disparition des forêts tropicales et il explique la dérégulation de notre climat aujourd'hui. D'autre part, si les grands singes disparaissent, c'est grave non seulement parce qu'ils disparaissent et qu'ils sont nos plus proches parents et juste parce que c'est une espèce charismatique, emblématique, mais pas uniquement, parce que leur disparition entraîne la disparition de leur écosystème et avec elle un très grand nombre d'espèces animales et végétales. Donc on dit en fait que ce sont des espèces clés de voûte, porte-drapeau, clés emblématiques en fait, et que grâce à elles, on a un état des autres espèces de l'écosystème. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de les utiliser pour alerter, parce que d'autres animaux, des rongeurs, des araignées, etc., qui sont moins charismatiques, qui nous attendrissent moins, vont disparaître sans qu'on s'en rende compte. Et puis, ces forêts tropicales sont aussi capitales parce qu'elles font vivre 80% des personnes les plus pauvres de la planète. En fait, ces personnes en dépendent vraiment étroitement. Donc non seulement c'est important pour notre climat, mais c'est aussi important pour les ressources en alimentation, en médecine, en bois, etc., que ces forêts fournissent aux populations qui vivent à côté. Donc voilà, hein, vous avez vu ces forêts où on travaille, nous, sont des forêts d'altitude, au pied de la chaîne du Rwenzori. Pour Jean-Michel et moi, c'est le sujet de notre travail depuis un peu plus de 20 ans. Vous voyez la différence de l'approche. Ça, c'était les premiers chercheurs, Jane Goodall au milieu, et puis des équipes américaines et japonaises. Et dans les années 60, en fait, pour étudier les chimpanzés, on les nourrissait et on s'approchait très très près. Et puis, Jane Goodall, la première, s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée parce que les chimpanzés sont bien plus forts que nous. Et après un certain temps, ils ne bougeaient plus de la boîte qui distribuait les bananes. Et en fait, elle a même dû mettre son fils en cage pour pouvoir continuer à travailler parce que il devenait vraiment envahissant dans le camp. Et puis, quand ils avaient envie de bananes, ils devenaient violents aussi. Or, aujourd'hui, donc nous, l'approche des chimpanzés se fait uniquement par l'observation, par le contact et par l'approche persistante de ces chimpanzés. Donc d'abord, il a fallu trouver par les vocalisations, par les crottes, comme vous avez vu, les endroits qu'ils préféraient, les arbres qui les attiraient, et puis petit à petit, gagner leur confiance. Ça nous a pris 8 ans, mais dans certains endroits, en Afrique, c'est absolument impossible. Les endroits où ils sont chassés, il y a plein d'équipes qui ont essayé, par exemple au Gabon, au Congo, et qui ont abandonné. Donc il faut énormément de patience, énormément de persévérance. Et puis aussi, il faut garder cette distance parce que comme on est très très similaires, très proches, on peut leur transmettre toutes nos maladies pratiquement. Bien sûr, nous aussi, on peut attraper les leurs. Et donc, on est un danger pour eux aussi de cette façon-là, par les maladies qu'on peut leur transmettre. Mais parce qu'on est aussi très proches, on peut apprendre d'eux sur la façon peut-être dont ils utilisent cette forêt. Puisque cette forêt est si riche en espèces végétales, puisque nous, on sait aussi qu'aujourd'hui, encore là, dans notre pharmacie, pratiquement toutes les molécules qu'on utilise à l'origine sont issues de plantes, peut-être qu'on peut en découvrir de nouvelles en observant les chimpanzés.
Et donc ça, c'est ce qui m'a guidée depuis le début de mes travaux, c'est d'essayer d'associer ma formation de vétérinaire, donc sur la santé des chimpanzés, à l'observation de leur comportement pour trouver des nouvelles molécules. Parce qu'une plante, en fait, elle a des molécules qui lui permettent de grandir, de se reproduire, mais elle a aussi des molécules qui lui permettent de se défendre contre les attaques des insectes, par exemple. Et ces molécules, elles ont un goût désagréable, vous les connaissez, ce sont les alcaloïdes, les tanins, ces molécules qui, en fait, quand on goûte la plante, donnent un goût désagréable dans la bouche et font qu'on a envie de la recracher. Donc, en petite quantité, certaines de ces molécules peuvent être des médicaments. En grande quantité, ces molécules peuvent être toxiques et peuvent être des poisons. Donc la question est, est-ce que les chimpanzés sont capables de savoir, comme nous on l'a découvert par exemple, que dans le Saltplorer il y avait l'acide salicylique, donc ce qui a permis de faire l'aspirine, est-ce que les chimpanzés sont capables de savoir que dans les plantes de la forêt, il y a des molécules qui peuvent les soigner, et si oui, est-ce que ça peut nous aider, nous, à trouver des nouvelles molécules pour soigner des maladies pour lesquelles on n'a pas encore de molécules ou bien pour lesquelles on a des résistances. Donc j'ai d'abord travaillé, vous l'avez vu, au Congo, et c'est là en fait que j'ai d'abord suivi des jeunes chimpanzés orphelins, et que pour la première fois j'ai vu qu'ils mangeaient des écorces par exemple, que les villageois décrivaient comme étant des médecines au village. Ils me disaient, ah bah ça c'est marrant, Rosa, elle mange l'écorce de cette plante là, et nous aussi on prépare des remèdes contre la toux. Donc c'est là en fait que l'idée a germé, et au cours de, après ma thèse vétérinaire, j'ai décidé de poursuivre ces recherches et de travailler avec des chimpanzés sauvages. Et c'est là en fait que j'ai décidé de partir travailler en Ouganda. En Ouganda parce que justement il n'y a pas de braconnage et qu'on pouvait approcher de près ces chimpanzés. J'ai d'abord travaillé sur un premier groupe, les chimpanzés de Kanyawara, pendant 10 ans, et j'ai décidé de découvrir quelle était la pharmacie des chimpanzés. Donc en essayant de recenser toutes les plantes qu'ils consommaient, celles que consommaient les chimpanzés en bonne santé, celles que consommaient les chimpanzés malades, et donc pour ça, il fallait connaître les microbes qui touchaient les chimpanzés en milieu naturel. Et le problème, je vous l'ai dit, c'est que ces chimpanzés, on ne peut pas les approcher, on ne peut pas les toucher. Donc il faut trouver des moyens détournés, et là vous l'avez vu, on récolte les crottes et on récolte les urines. On ne peut pas leur faire de prise de sang, on ne peut pas les endormir, parce que si une fois vous les endormez, bah, la fois d'après, impossible de les approcher. Pour certains chimpanzés, on a essayé de leur administrer une fois des antibiotiques, une femelle qui était vraiment malade, on ne l'a plus jamais revue. Enfin, on sait qu'elle a survécu, hein, mais dès qu'elle nous voyait, à 50 mètres, elle criait et elle partait en courant. Donc c'est vraiment capital, une fois qu'on a fait ce travail qu'on appelle l'habituation, de garder la confiance qu'ils ont en nous, et donc de devoir passer par ce qu'ils veulent bien nous donner, donc les pipis et les crottes. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait on connaît très mal cette forêt tropicale, et que potentiellement c'est vraiment une source de molécules très importante. Donc l'idée c'est de savoir comment on arrive à détecter un chimpanzé malade, d'essayer de le suivre, de trouver ce qu'il mange et de savoir s'il guérit. Ensuite, de savoir quelle quantité il consomme, un peu comme pour nous, savoir s'il y a une posologie. Hein, quand on prend la notice du médicament, on sait qu'il faut qu'on en mange, par exemple, qu'on prenne un comprimé matin, midi et soir. Bah, savoir si là, le chimpanzé, il s'administre aussi ces plantes-là de façon régulière. Et pour nous aider, on essaye aussi de demander aux populations locales si ces plantes-là sont utilisées dans leur médecine traditionnelle. Donc ça demande en fait beaucoup de collaboration, puisqu'il faut à la fois observer les chimpanzés, il faut savoir reconnaître les plantes, donc ça c'est de la botanique, et puis ensuite il faut savoir identifier ces molécules et les activités, donc à la fois faire de la chimie et de la biologie. Puis bah, c'est pas tous les jours facile, vous l'avez vu, il faut se lever très tôt le matin, il faut adapter un peu notre chemin, et donc parfois éviter de rencontrer les serpents, là on a un gros python, trouver des ponts, et donc ça on essaye de s'en faire avec les troncs d'arbres coupés, parce que les chiens, ils arrivent à passer par les branches, mais pour nous c'est plus difficile. Et puis de temps en temps, vous l'avez vu, quand ils sont à côté du camp, dans les herbes à éléphants, et que nous on est sur le chemin, tout se passe bien quand on rencontre les éléphants, et surtout on est très content.
Mais dans la forêt, comme ça, il peut arriver qu'on soit vraiment très très proche et qu'on se retrouve à 5 ou 10 mètres d'un troupeau d'éléphants avec leurs petits, sans s'en être rendu compte, parce qu'un éléphant qui est au repos, ça ne fait pas de bruit du tout. Et alors, à ce moment-là, il faut courir assez vite. Mais c'est juste magnifique quand ils sont de l'autre côté de la vallée, comme ça, de pouvoir croiser des éléphants. Ça, c'est juste parce que j'adore les entendre et que je vais faire partager. Ce sont des cris en fait qu'ils poussent quand ils sont excités d'arriver dans un arbre avec des fruits, et c'est un moyen de rassembler en fait le groupe. La communauté de chimpanzés qu'on suit maintenant à Sébitoyi compte une centaine d'individus, mais ils ne sont pas tous ensemble tout le temps. C'est vraiment comme les humains. Le matin, vous êtes avec votre famille, vous prenez votre petit-déj, ensuite vous allez retrouver des collègues, le midi, vous mangez peut-être avec d'autres, le soir, vous allez au club de sport. Et bien, pour les chimpanzés, c'est exactement pareil. La seule unité fixe, le seul binôme qui existe toujours, c'est la mère et son bébé qui n'est pas encore sevré, comme vous voyez là. Et donc, là, par exemple, elle va faire une sorte de hamac pour tenir son bébé avec ses jambes, mais jamais elle va le poser. Elle va toujours le garder contre elle, même dans son nid. Elle va construire un nid, et donc tous les soirs, un nid différent, et le bébé va toujours être contre elle. Quand il va grandir, ensuite, elle va le porter sur le dos, mais ce lien très fort, il existe donc jusqu'à 4 ans. Donc là, en fait, on est avec eux à 40 mètres de haut, dans un Ficus capensis. Et c'est en fait à ce moment-là que j'ai pu rencontrer Nicolas Hulot et que depuis, il nous soutient. Parce qu'à l'époque où il était animateur et qu'il faisait Ushuaïa, quand il a vu ces images, il a dit il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un qui monte dans les arbres avec les chimpanzés et que moi je n'y aille pas. Et donc il est venu nous retrouver en Ouganda, et on a donc tourné un Ushuaïa avec lui. C'est là où il a rencontré les chimpanzés mutilés aussi, et donc depuis 10 ans, il nous soutient et il nous aide pour protéger donc, ces chimpanzés. Et donc ça, c'est un moment extraordinaire parce que le plus souvent, on est au sol à 30 mètres et on ne voit pas ces gestes que vous allez voir. Donc là, la petite se trompe, elle prend une figue, mais sa mère l'encourage en la tapotant, en lui disant « vas-y, essaye encore ». Et ça, d'en bas, quand vous êtes au sol avec vos jumelles, vous ne le voyez pas forcément. Vous voyez là, la petite, elle va tenter d'aller à la facilité, donc de prendre directement dans la bouche de sa mère, mais un petit geste, et voilà, ça l'encourage à son tour à essayer de trouver une figue un peu mûre. Et là, c'est déjà un peu mieux. Donc en fait, toutes ces observations pour nous sont hyper importantes, parce que c'est comme ça qu'on sait quelle est la quantité de fruits qui est mangée. C'est pas évident hein, quand on est petit. On voit comment les fruits sont sélectionnés. Donc là, vous voyez, elle met tous ses sens en alerte. Elle essaye de voir, elle palpe. Elle passe toujours la figue sous son nez, hop, avant d'enlever le petit pédoncule à la petite tige. Hop, voilà, là aussi. Vous voyez bien qu'elle est très précise dans sa sélection. Elle prend que des figues mûres. Hop, on regarde bien si on est sûr de rien avoir oublié. Puis il y a cette caractéristique des chimpanzés de faire des chics énormes. Parce qu'en fait, les figues, c'est plein de petites graines, surtout les figues sauvages, hein, c'est pas du tout comme nos figues aussi juteux. Et donc, si vous en mangez 4 ou 5, ça va, mais si vous en mangez 50, ça vous fait un poids sur l'estomac énorme. Et donc, ce qu'ils font, et les graines ne sont pas nutritives, c'est qu'ils chiquent pour extraire le jus, c'est un peu comme un extracteur de jus, hein. Et ensuite, ils vont chiquer pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures dans un nid, et recracher cette partie-là. Donc nous, si on veut faire des analyses et savoir ce qu'ils ont ingéré, il ne faut pas qu'on prenne la figue en entier, puisqu'ils vont recracher les graines. Donc il faut vraiment qu'on regarde la partie qui est réellement ingérée et qu'on enlève ce qui est recraché. Donc ça, ce sont des choses vraiment importantes pour notre travail de recherche. Il faut aussi prendre bien la partie consommée. Donc, le plus souvent, là, c'est un fruit qui s'appelle Phytolacca dodecora. Vous voyez qu'il y a des petites choses rouges, des petites baies rouges, et puis le reste qui est vert. Les chimpanzés ne vont manger que ce qui est rouge. Donc, on fait le tri, et parfois, c'est très, très fastidieux, très, très laborieux. Et il faut énormément de temps pour collecter la quantité suffisante. Il nous faut, en gros, au moins 2 kilos pour faire les analyses chimiques. Donc, pareil pour les écorces. Là, c'est la façon dont on récolte les urines, vous n'avez pas vu sur le film. Donc les chimpanzés, ils font pipi depuis l'arbre. On prend une branche,
on enfile un sac plastique au bout, et quand le chimpanzé fait pipi depuis là, hop, on court pour essayer de récupérer l'urine dans le sac plastique. Donc bien sûr, on prend quelques douches parfois, et du coup, quand c'est le matin, parce qu'on le fait souvent le matin au nid, on reste parfois un peu toute la journée avec un shampoing pas terrible. Donc là, c'est une des premières choses qui a intrigué les chercheurs. C'est le cas d'ingestion de feuilles comme ça, très très doucement, très très lentement, sans les mâcher, alors qu'en principe, ils prennent des poignées de feuilles et ils mettent tout ça rapidement dans leur bouche. Donc ça vraiment, les chercheurs se sont posés des questions. L'autre cas, c'est les cas où les chimpanzés, par exemple, ont des plaies comme ça, et ils essayent de nettoyer leurs plaies, ils utilisent des feuilles comme des compresses en quelque sorte. Donc le premier cas a été... Slom, c'est un juvénile de 6 ans. Et en fait, on a été surpris parce que la crotte contenait beaucoup de feuilles. Et en fait, les feuilles sont roulées. La feuille est très rugueuse. Donc ça, a priori, c'est une feuille d'Anelima achinoctaliae. Elles sont pliées en deux, dans le sens de la longueur, puis ensuite roulées sur elles-mêmes. Donc ça, vous voyez, finalement, on dit que c'est une crotte, mais il n'y a pratiquement pas de matière fécale, il n'y a que des feuilles. Le transit est fortement accéléré par la consommation de ces feuilles et favorise l'expulsion des parasites. Donc ce qui est incroyable, c'est que les chimpanzés vont manger ces feuilles à jeun. Ils descendent de leur nid, parfois ils font une demi-heure de route pour trouver ces feuilles qui sont des feuilles très très rugueuses, qu'ils vont manger tout doucement, en pliant dans leur bouche, puis en les ingurgitant. Donc moi j'ai essayé plein de fois de faire la même chose, j'ai jamais réussi à les avaler. C'est comme si vous essayiez d'avaler du papier de verre en fait. C'est hyper rugueux. Et donc ils font des espèces de petites boules qui vont donc passer dans le tube digestif et arracher tous les vers, tous les parasites digestifs. La surface de la feuille avec les trichomes, donc ces petits poils et la surface de la feuille rugueuse. Et on voit ici le parasite donc, qui a été emporté au moment du transit digestif grâce à la surface rugueuse de la feuille. Donc ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en principe, le transit digestif d'un chimpanzé, vous voyez manger un fruit avec une graine particulière, hop, la graine elle ressort 24 à 48 heures après. Donc le transit est long. Mais quand il mange ces feuilles-là, il les mange à jeun à 6 heures du matin, et à midi, vous êtes sûr de trouver une crotte avec les feuilles quand il mange ça à jeun. Donc ça a vraiment un effet de purge et de vidange du tube digestif. Ce qui est aussi génial, c'est qu'eux ont trouvé le moyen de se débarrasser de ces parasites, alors que les humains, en fait, meurent de ce type de parasite. Ça s'appelle œsophagostomum stéphanostomum. Ça s'enquiste dans le tube digestif, dans la paroi digestive, et les molécules chimiques ne peuvent pas traverser. Là, c'est un effet mécanique. Hein. Vous avez compris, c'est les poils de la feuille qui font que ça s'arrache. Donc ça, c'était des premières indications. Ça portait sur des effets mécaniques des plantes, soit pour nettoyer les plaies, soit pour enlever les parasites. Nous, on a cherché les effets chimiques. Et donc, par exemple, on a trouvé, en observant Kilimi, donc qui mangeait des écorces, je la suivais parce qu'elle avait des vers dans ses selles. Elle a mangé ces écorces d'albizia, qui est une plante qui est aussi utilisée par les populations locales quand ils ont mal au ventre. Et 3 jours après, elle n'avait plus de troubles digestifs. Donc j'ai décidé de récolter les écorces. J'ai travaillé pendant 2 ans sur ces écorces au laboratoire de Reims, pas très loin, comme Monsieur le maire, je crois. Et pendant ces 2 années, j'ai mis à jour des molécules nouvelles qui avaient effectivement des effets qui tuaient les parasites digestifs, mais qui en plus avaient des propriétés anticancéreuses. Donc des molécules qui n'avaient jamais été décrites avant et qui étaient potentiellement utiles pour traiter le cancer humain, hein, puisque là on parle bien de maladies humaines. Un autre cas, c'est celui de Makoku, donc, qui était un mâle qui boitait, et qui, le jour où je l'ai suivi quand il avait mal donc à la cheville, il a mangé pratiquement que des feuilles très très amères de Trichilia rubescens. C'est une plante qui est utilisée comme analgésie, donc comme antidouleur par les populations locales. Donc j'ai décidé de la récolter, bien sûr. Et là, je n'avais pas de test pour tester les propriétés analgésiques, mais par contre, on faisait toute la batterie de tests qu'on avait, et en particulier, on avait un test pour essayer de voir s'il y avait des propriétés contre le paludisme. Et là, on a trouvé 2 molécules
nouvelle aussi, et qui était extrêmement active contre le parasite responsable du paludisme. Donc ça, c'est aussi une piste que nous a offerte Makoko, donc, puisque c'était quelque chose de complètement nouveau. Et qui plus est, en fait, après, je me suis rendu compte que les chimpanzés mangeaient ces feuilles avec de la terre. Et quand on mélange la terre, alors regardez pas trop la diapo, ça on voit rien, mais quand on mélange quand on mélange la terre avec les feuilles amères, eh ben, on augmente les propriétés antipaludiques de la feuille. En fait, les molécules pas actives se retrouvent piégées sur la terre, qui agglomère en fait les molécules pas actives, et ce qui reste disponible est plus actif. Et en plus, cette terre a des propriétés de pansement digestif, un peu comme le smecta, c'est exactement la même composition. Donc là aussi, un truc assez fou, hein, puisqu'on voit une association de deux choses, les feuilles et la terre, ce qui n'a jamais été observé chez les animaux. Un autre cas, en fait, vous voyez, là, une femelle qui mange de la viande, et dans sa bouche, une chique, mais la chique, elle est verte. Et donc, en fait, les chimpanzés ne mangent jamais de viande sans manger leur salade avec. Ils ne mangent jamais la matière animale sans y associer des feuilles. Et pareil, les feuilles qu'ils consomment là ne sont pas des feuilles alimentaires. Ils ne les mangent jamais toutes seules. C'est toujours des feuilles particulières qui ont un goût qui sont amers, qui ont un goût particulier et qui ont des propriétés antiparasitaires. Donc c'est comme un peu aromatiser sa salade ou sa viande, hein, mais avec des plantes qui ont des propriétés qui peuvent éviter en fait que le chimpanzé s'empoisonne si jamais parce qu'il mange les viscères en fait sont parasités. Donc ça aussi c'est assez extra. C'est intéressant parce que localement, donc là non plus on ne voit pas grand-chose, mais localement, les gens qui vivent dans cette région associent les plantes qui sont consommées par les chimpanzés en médecine traditionnelle avec de la matière animale, soit du lait, soit de la graisse, soit du sang, et ils disent que ça atténue les risques d'intoxication, d'empoisonnement, parce que parfois les feuilles sont vraiment très très fortes, ont vraiment des propriétés très fortes, et ils les utilisent tout particulièrement, ces associations, pour traiter les enfants ou pour traiter les animaux. Donc rapidement, grâce à ça, j'ai pu découvrir 2 nouvelles espèces de paludisme. Donc les chimpanzés souffrent bien du paludisme, et je me suis interrogée donc, sur la façon dont ils résistaient au paludisme, parce qu'ils n'en meurent pas. En fait, ils ont très peu de symptômes, au contraire de nous, alors qu'ils ont pratiquement les mêmes parasites. Donc une première hypothèse, c'est bien qu'ils mangent les plantes dont je vous ai parlé. Mais l'autre, c'est que le moment en fait, où les moustiques transmettent l'agent du paludisme, c'est le soir, à la tombée de la nuit. Or, les chimpanzés dorment dans des lits. Donc j'ai essayé de savoir s'ils choisissaient des endroits particuliers pour construire leur nid. Et là, de façon étonnante, donc on a posé des pièges pour attraper les moustiques, donc le dessin est un peu compliqué, mais simplement, on s'est rendu compte que la journée, en fait, il faut regarder juste cette partie-là, la journée, ils mangent dans le fond des vallées. Donc là où il y a des marécages et où il y a aussi des moustiques. Mais à ce moment-là, les moustiques ne transmettent pas le palu. Par contre, le soir, ils construisent leur nid en hauteur, là où il y a beaucoup moins de moustiques, là où il fait chaud, là où il y a beaucoup moins de risque de se faire piquer par des moustiques. En plus, ils construisent leur nid en hauteur, et quand on pose les pièges à moustiques à différentes hauteurs par rapport à l'arbre, l'endroit où est le nid est pratiquement toujours l'endroit où il y a le moins de moustiques. Donc, ils choisissent vraiment la façon dont ils construisent leur nid. Et enfin, on a regardé le nombre de chimpanzés agglomérés dans un site de nid, puisque je vous ai dit, ils ne dorment pas tous en même temps non plus, au même endroit. Et là, on s'est rendu compte que l'endroit où il y avait le moins de moustiques était l'endroit où il y avait le plus de chimpanzés. Donc il semble qu'ils sélectionnent bien les sites où ils construisent leur nid pour éviter de se faire piquer par des moustiques. Et donc là, aujourd'hui, j'ai une thésarde qui travaille sur une autre question, qui est... quand on regarde la disponibilité en plantes dans la forêt, il y a plein de plantes qui sont disponibles. Donc on a étudié presque 400 nids, on ne voit pas bien non plus, mais on se demandait si c'était les nids, les arbres les plus abondants qui permettaient de faire les nids. Parce qu'au final, on voyait plus d'espèces de certains arbres qui revenaient dans les nids, mais peut-être que c'était juste les plus abondants. Eh bien non, en fait, c'est pas du tout les arbres les plus fréquents dans la forêt qui servent à faire des nids. C'est pas non plus la rigidité des branches, parce qu'il y en a peut-être qui sont plus faciles à construire, donc
Donc là, on a testé la rigidité, c'est pas ça. Donc la question qui nous reste à explorer, c'est est-ce qu'ils n'utiliseraient pas des plantes qui sont répulsives contre les insectes? Et ça, on a déjà des pistes, parce que parmi les plantes qui sont choisies, certaines ont effectivement des activités répulsives. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, mais qui permettrait de confirmer une des hypothèses qui est assez forte. Donc voilà, en conclusion, tout ça, je vous l'ai déjà dit. Nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui savoir, c'est comment se transmettent ces comportements, puisqu'il semble vraiment qu'il y ait des choses qui soient propres au groupe. Donc, est-ce que quand les femelles migrent entre deux groupes, elles changent de culture? Est-ce qu'elles adoptent la culture de la nouvelle communauté dans laquelle elles arrivent? Donc ça, il nous faut deux groupes voisins qu'on connaisse bien pour le comprendre. Puis ensuite, on veut aussi mieux comprendre comment les individus handicapés, mal formés, etc., sont inclus dans le groupe. Comment, au niveau de la société du chimpanzé, le handicap est-il perçu? Puis il y a d'autres questions, comme celle de la flexibilité comportementale dont je vous ai parlé. Comment ils font pour traverser les routes? On a vu qu'ils avaient des stratégies que les plus costauds et les mâles alpha, en fait, aident à traverser la route en choisissant le moment pour traverser. Et puis bien sûr, mieux comprendre cette question des pesticides. Donc tout ça sont les travaux qui sont en cours et pour lesquels donc, on travaille à la fois en recherche et bien sûr pour la conservation. Donc vous l'avez compris. Vous pouvez regarder ce qu'on fait grâce à notre site internet, c'est sabrinajmcref.com, et puis éventuellement nous soutenir. Et puis je voulais aussi profiter pour remercier nos soutiens, donc des fondations, puisque moi je suis professeure au muséum, donc j'ai un salaire par le muséum, mais toutes les recherches qu'on mène, tous les travaux de conservation ne peuvent être faits que grâce à des soutiens de fondations en particulier. Fondation pour la nature et l'homme, Fondation Prince Albert de Monaco, Coq en pâte, ou encore Fondation Ensemble. Voilà, et puis vous remercier pour votre attention. Et puis maintenant, je suis prête à écouter vos questions, à prendre toutes vos questions. Merci.